avait des atouts très forts à l'indépendance et que malheureusement elle n'a pas trop capitalisé dessus à cause de problèmes un peu de direction, de pilotage et d'interférences peut-être idéologiques. Donc dans notre approche, on a essayé d'écarter tous les aspects justement d'idéologie qui ont perturbé ce secteur pour se consacrer un peu à l'efficacité des comparatifs internationaux qui nous permettent de situer les réussites et les échecs. Et donc après, les solutions qu'on essaye de proposer sont pragmatiques et excluent justement ces aspects projets de société, enfin ces grands termes ou ces grandes directions qui ont freiné l'évolution du secteur. Donc, en termes de bilan, donc, les aspects positifs, il y en a beaucoup plus, mais ils sont surtout au niveau du primaire et au niveau de la quantité, je dirais, de l'accès à l'éducation. On partait de très très loin quand même en 1962. Aujourd'hui, on peut dire que l'éducation s'est généralisée aux quatre coins du territoire, avec des indicateurs du type du nombre d'enfants qui sont au niveau du primaire, donc un accès quasiment généralisé. Il y a encore un effort à faire, qui est toujours très difficile pour atteindre les 100%, mais quand même aux quatre coins du territoire, même dans le sud, même dans les zones reculées, on a assuré un accès à l'éducation, ce qui n'était pas le cas des générations précédentes. Il y a également en fait une réduction de l'analphabétisme. Là aussi, l'Algérie se situe relativement bien dans les classements internationaux si on prend la classe d'âge 15-24 ans. Celle qui va rentrer sur le marché du travail. Il reste bien sûr encore des gens qui sont exclus du système et peut-être qu'il faudrait un deuxième filet, on va en parler au niveau de la formation continue, donner aux gens une seconde chance, mais l'Algérie a fait de gros efforts à ce niveau-là et il faut le saluer. Il y aurait également l'accès à l'université, mais là on a une vision un peu plus mitigée. C'est vrai qu'on a aujourd'hui, je crois, près de 2 millions d'étudiants, si je me trompe. Et c'est une performance énorme sur le plan quantitatif et c'est un rêve des familles qui se réalise quelque part. Maintenant, on va relativiser justement ce chiffre par la suite. Et puis bien sûr, de manière constante, il faut le saluer, on parle beaucoup de mauvaises allocations des ressources, etc. Il faut dire quand même que l'Algérie a toujours donné, sur un plan budgétaire, qu'elle ait peu d'argent ou beaucoup d'argent, la priorité à l'éducation en termes justement d'allocation des moyens beaucoup plus que d'autres pays comparables, notamment dans la région. Donc de ce point de vue-là, un effort sérieux, important. Par contre, un bilan aujourd'hui, parce que je dirais à cause un peu de ce décrochage qu'il y a eu à la fin des années 80, qui n'est pas en faveur de l'Algérie par rapport à des pays comparables et qui est aujourd'hui un frein au développement. On ne peut pas le cacher, surtout qu'on a eu une commission de réforme dès les années 2000 qui a tiré les constats. Donc un gros problème au niveau de la qualité de l'éducation que l'on voit à différents niveaux. Le niveau des enseignants, par exemple, surtout au niveau de l'école. On sait dans quelles conditions ils ont été recrutés un peu rapidement sur des critères qui sont plus conformes aux standards internationaux et ça se ressent. Le contenu des programmes, malgré les réformes qui ont eu lieu récemment, des problèmes encore en termes d'allocation des volumes horaires et des priorités entre matières scientifiques et matières littéraires, etc., qui pénalisent après l'insertion professionnelle et donc le statut de l'Algérie, au niveau de l'Algérie dans la compétition internationale. Donc, si la quantité est une réussite, la qualité ne l'est plus. Et il faut le dire, même si ce constat fait mal. Par ailleurs, des indicateurs de performance et d'efficacité en fait, qui existent. On a regardé un petit peu les taux de redoublement qui sont beaucoup trop élevés. C'est double, c'est à la fois un signe que peut-être justement la formation au cours de l'année ne permet pas aux étudiants de passer les examens et d'accéder au palier supérieur, mais c'est aussi révélateur peut-être d'une pratique excessive en matière de redoublement. Peut-être qu'on utilise trop souvent le redoublement au détriment de l'accompagnement durant l'année, de plus d'attention individualisée qui se traduit après par un échec alors qu'on aurait pu l'éviter. Donc alors là, ça a été un peu une découverte pour nous, donc un problème aussi de correction des inégalités par le système éducatif.
c'est déjà public au niveau des inégalités régionales. On sait par exemple que donc c'est publié les résultats au BEM, au baccalauréat, qui montrent qu'il y a des différences entre wilayas, etc. Donc sur le plan régional, c'est un acquis. Mais ce qui nous a vraiment frappé, c'est qu'on a vu également des indicateurs qui montrent que les inégalités sociales, et ça c'est pour les Algériens, surtout si on fait un bilan après 50 ans d'indépendance, les inégalités sociales ont un grand impact sur la réussite scolaire. Alors malheureusement les indicateurs ne circulent pas trop, ne sont pas commentés, mais en tout cas c'est une réalité, en tout cas, au niveau de l'accession à l'université aujourd'hui. Selon que vous venez d'un milieu défavorisé ou d'un milieu favorisé, vous avez 3 fois plus de chances quand l'argent et puis surtout le niveau d'éducation des parents vous permet d'accéder plus facilement à l'université, à l'inverse des gens qui viennent de milieux défavorisés. Et là, très clairement, il y a un décrochage par rapport à la tendance qui existait dans les années 60 ou 70, où une des grandes réussites, c'était précisément que, quel que soit le niveau social, il y avait cette promotion à travers le système éducatif, et qui était une des fiertés de l'Algérie. Bon, un problème d'insertion professionnelle des diplômés, on le voit, on insiste beaucoup sur le chômage d'insertion avec les taux de chômage élevés de jeunes, le fait que les gens, après leur diplôme, notamment à l'université, restent très longtemps au chômage avant de trouver un emploi, et un problème aussi de carrière, je dirais. C'est bien beau de trouver un premier emploi, mais après il faut pouvoir faire carrière. Et il y a un gros problème aujourd'hui, encore une fois, de génération. Si quand on entend par exemple les gens dans la salle parler de leur parcours, jeunes étudiants après l'indépendance, tout ce qu'ils ont pu faire et comment ils se sont développés, les responsabilités qu'on leur a données, le fait qu'ils travaillaient dans l'administration, les entreprises, qu'ils pouvaient enseigner, etc., ça paraît irréel pour un jeune aujourd'hui de pouvoir faire des carrières de ce type et de pouvoir se développer. Bon, ce qui peut aussi expliquer d'autres problèmes du type émigration, etc. Donc il y a également ce problème de long terme, comment intégrer durablement les gens après leur formation sur le marché du travail pour pouvoir s'épanouir. Bon, la formation continue, on voudrait insister sur 2 aspects. Le premier, c'est une priorité absolue, c'est bien sûr tous ceux qui ont décroché du système éducatif, qui ne peuvent pas être laissés à l'abandon. Donc là, un problème majeur, qui n'est pas exclusif à l'Algérie, mais qui pèse très très lourdement depuis maintenant plus de 20 ans sur toutes les politiques publiques. Et la deuxième chose, c'est la formation continue aussi pour les gens, par exemple, qui ont eu une formation universitaire. Comment assurer la formation continue des médecins, par exemple, surtout dans les domaines où l'obsolescence est très rapide, de formation technique. Donc ce sont aussi des questions qu'on doit se poser en termes de priorité, et où l'Algérie n'a pas un bilan aujourd'hui très, très favorable, même par rapport à des pays comparables. Donc, on va passer. C'est la performance et la qualité. Alors, une rupture, c'est introduire en fait un pilotage par la performance. Vous verrez que ça revient souvent, pour la santé aussi on en parle. Donc, c'est juste dire qu'il faut maintenant avoir des indicateurs. Ça va être des indicateurs en termes de réussite aux examens, mais aussi peut-être de correction des inégalités sociales, des inégalités de genre, puisqu'on sait qu'en Algérie aujourd'hui, il y a aussi quelque chose qui est préoccupant, qui est le décrochage des garçons par rapport aux filles. Et là, c'est un phénomène qui est mondial, que les spécialistes de l'UNESCO commencent à examiner parce que ça pose un problème majeur en termes de déséquilibre par la suite pour l'ensemble de la société. Et il y a des choses qui se font, et typiquement, ça va être un domaine où, au niveau d'un établissement ou dans une région, si on constate qu'il y a on ne joue pas le rôle de formation des garçons par rapport aux filles, il va falloir faire un effort particulier vis-à-vis des garçons. C'est ce genre de pilotage fin qui doit se faire à un niveau établissement, à un niveau régional, vraiment analyser où le bas blesse et réaliser les priorités budgétaires et transcrire ça après en incitation pour l'ensemble des gens du secteur, pour qu'ils soient effectivement mesurés sur leur capacité à corriger
Deuxième élément qui est important, donc l'autonomie des établissements. Alors là, c'est aussi, on s'inspire en fait de recettes pragmatiques qui ont marché ailleurs et on essaie de penser à comment les mettre dans le contexte algérien. Donc l'autonomie des établissements a beaucoup réfléchi et on voit une différenciation entre peut-être le primaire et l'université, enfin le primaire, l'éducation nationale et l'université. Au niveau de l'éducation nationale, ça consiste en trois choses. La première chose, c'est de donner beaucoup plus de poids au chef d'établissement par rapport à l'administration elle-même et lui donner beaucoup plus précisément d'autonomie. Mais pour équilibrer ça, on voit en fait qu'il faut un comité d'établissement dans lequel les parents d'élèves vont être impliqués, il y a une représentation des étudiants, etc., pour qu'ensemble, ils élaborent un projet. Alors, cette autonomie que l'on voit, elle est dans quoi? On pense qu'il faut donner vraiment beaucoup plus d'autonomie dans l'allocation des moyens à ce chef d'établissement. Et puis, dans l'établissement des budgets, encore une fois, ça doit être piloté par les priorités qui sont établies régulièrement, révisées et mesurées. Donc, l'établissement a une autonomie en termes d'allocation des moyens budgétaires et matériels, une autonomie également en termes de recrutement des enseignants, parce qu'il faut qu'il y ait, ça ne peut pas être complètement dirigé de loin et par des structures administratives, c'est vraiment les personnes qui après vont faire vivre l'école qui ont besoin d'établir cette relation de confiance avec les professeurs et de choisir les profils dont a besoin l'établissement. Et on voudrait introduire quelque chose aussi qui n'existe pas partout, mais à petite dose, qui est une autonomie dans le choix ou le recrutement des élèves. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus faire uniquement un recrutement géographique, il faut laisser aussi la possibilité, pour éviter justement que les établissements qui sont dans les zones favorisées n'attirent que des élèves favorisés, et puis ceux qui sont dans les zones défavorisées, malheureusement, attirent des élèves qui ont un bagage relativement réduit au départ. Il faut qu'il y ait une mixité sociale au niveau des établissements qui ne peut être faite que par le chef d'établissement qui peut, à partir de là, accepter peut-être des dossiers qui ne sont pas juste ceux de la région. Donc, au niveau des programmes, par contre, on pense que ça serait dangereux à ce stade de donner véritablement une autonomie, et peut-être même à long terme. Là, c'est vraiment au rôle du ministère, en fait, des instances, de piloter un petit peu les programmes pour qu'il y ait une uniformisation et puis des programmes de qualité qui ne soient pas uniquement différenciés d'un établissement à l'autre. Par contre, encore une fois, à l'université, on va retrouver les mêmes caractéristiques d'autonomie en termes de moyens, de recrutement des enseignants et aussi des étudiants. Et là, on peut introduire beaucoup plus de flexibilité en termes de programmes, notamment pour les licences professionnelles ou les masters professionnels qui ont beaucoup plus besoin de traduire les priorités économiques de la région. Donc, la formation plus articulée avec les besoins du marché du travail. Donc là, on parlera de rééquilibrage vous verrez dans le rapport, entre les formations scientifiques et les formations littéraires. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait l'idée, c'est sortir de la logique de voie de garage. On ne peut pas, entre l'université, par exemple les chefs d'entreprise dans les projets d'établissement, etc. Donc la valorisation de la formation professionnelle et technique. Bon, ça c'est un point qui est fondamental. C'est vraiment de dire aux gens que la formation professionnelle, ce n'est pas la voie de ceux qui ont échoué à l'école. C'est bâtir en fait une formation professionnelle épanouissante pour les gens qui n'ont pas envie de faire des études longues à l'université ou qui n'ont pas, disons, l'envie de passer du temps à des formations théoriques et faire en sorte qu'après, ces gens-là trouvent du travail ou créent des entreprises. Donc on veut introduire des éléments comme l'accréditation des formations pour être sûr que les diplômes de la formation professionnelle sont reconnus après par les entreprises et notamment une accréditation internationale qui peut être bâtie en quelques années. Bon, la complémentarité entre le public et le privé, là aussi, il faut rompre un peu avec les débats idéologiques public-privé. La tâche en matière d'éducation est énorme pour les années à venir, énorme parce qu'elle est multiforme à tous les paliers. Donc le privé a une place. L'État
sur un plan quantitatif. Donc il y a des objectifs d'éducation à atteindre. Le tout, c'est d'organiser cette complémentarité et de faire en sorte que le privé en fait, soit régulé et attentif à la qualité, et qu'il y ait des mécanismes correcteurs aussi pour que ça ne soit pas qu'un privé pour les riches. Et bon, les incitations à la recherche ont malheureusement été perdues, on le voit dans les classements internationaux pour les universitaires, qui doivent être réintroduits, mais en réalignant un peu les objectifs de la recherche sur les vrais besoins. Enfin, les besoins immédiats, peut-être oublier un peu la recherche fondamentale pour faire plus de recherche appliquée sur les problématiques qui concernent l'Algérie en termes de conservation des ressources en eau, en termes de développement des énergies renouvelables, du solaire, etc., ou des problèmes d'urbanisme, de choix des matériaux. Il y a certainement plus d'intérêt de déboucher là-dessus que vraiment de rêver à court terme concurrencer les poids lourds internationaux. Deuxième élément, enfin deuxième levier important, donc rendre le système éducatif plus équitable. Donc encore une fois, cette surprise de l'inégalité sociale. Et là aussi, en fait, on veut essayer de faire en sorte que le pilotage par la performance inclut des indicateurs de ce type. C'est-à-dire qu'il faut très clairement faire un diagnostic et dire qu'on doit faire en sorte que le système éducatif rééquilibre toutes ces inégalités, bon, géographiques bien sûr, mais également sociales, ce qui avait été encore une fois une grande réussite de l'Algérie, mais qu'on n'arrive plus aujourd'hui à faire. Il y a aussi le problème de la langue, dans le sens, pas du point de vue idéologique, mais il est clair aujourd'hui que dans énormément de secteurs, la maîtrise du français en termes d'insertion professionnelle est encore incontournable dans tous les domaines techniques, l'administration, etc. Et il y a une inégalité sociale également et culturelle majeure ici, alors qu'avant le système éducatif, quelle que soit la langue, je dirais, ou le niveau culturel des enfants, enfin des parents, du milieu, le système éducatif donnait un bagage à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est plus le cas à cause de toutes ces ruptures et ça pénalise énormément les étudiants et les élèves. Donc finalement, le dernier point, c'est un système plus ouvert en termes d'orientation, c'est sortir de l'orientation directive. Donc ah, ça y est. Le micro, pardon, c'est bon. Donc, on ne veut plus d'orientation dirigée, il faut vraiment que ça traduise le choix des élèves, parce qu'on ne peut plus fonctionner comme ça. Le deuxième point, c'est réhabiliter